Il faut dire qu'à la Libération, la classe ouvrière est en position de force. C'est elle qui a participé activement et en nombre à la résistance. Le patronat est complètement discrédité. Son syndicat est dissous à la Libération pour collaboration avec l'ennemi. Donc la CGT est même présente au sein du Conseil national de la résistance. Elle a 2 représentants. Le patronat en tant que tel n'en a pas. Donc les travailleurs, la CGT, sont en position de force. S'ajoute à cela l'idée que le Conseil national de la résistance développe l'idée de répondre à l'intérêt général. Il doit prendre le pas sur les intérêts particuliers. Pour faire cela, il faut des services publics, il faut des grandes entreprises publiques. Et Maurice Thorez, qui est ministre de la fonction publique, lui considère qu'on ne peut pas avoir un État efficace de grands services publics sans que les salariés de ces secteurs aient des droits de haut niveau. Déjà, la première attaque qu'il subit, c'est qu'il y a des compromis qui sont réalisés en 1946 lors de la négociation. Il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui s'opposent à certaines dispositions, notamment celles qui étendent beaucoup les droits des salariés. Mais le texte est voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ceci étant, le rapporteur socialiste Christian Pineau, à l'époque, déclare que ce statut a un esprit totalitaire et qu'il faudra le plus rapidement possible remettre en cause des dispositions essentielles. Pendant de nombreuses années aussi, les représentants de FO, qui naît en 1947, font des déclarations contre le statut des fonctionnaires qu'ils appellent le statut carcan, le statut Maurice Thorez. Ils disent qu'il ne faut pas l'amender, ce statut, il faut l'abattre. Nous savons depuis qu'ils ont changé d'avis et fort heureusement qu'ils ont aussi trouvé le chemin de la lutte avec la CGT pour s'opposer aux remises en cause du statut. Sinon, les grandes attaques, elles datent de 1959. On passe surtout d'un arsenal législatif à un arsenal réglementaire. L'idée, c'est toujours de réduire les droits des fonctionnaires, surtout de s'opposer au droit syndical, au droit de grève. Et il y a des formules de Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle, qui disait « Le fonctionnaire est homme de silence, il travaille, sert et se tait ». Le général de Gaulle ajoutait « Nul n'est contraint de servir l'État ». Je crois que c'est tout un programme. Depuis, il y a évidemment des poussées libérales qui visent à individualiser la situation des salariés fonctionnaires, à réduire leur nombre, à modifier l'objectif des services publics. De la réponse à l'intérêt général, on recherche la rentabilité financière. Voilà l'arsenal en fait des attaques contre le service public et contre le statut des fonctionnaires. Alors, dans les personnels de santé à cette époque-là, il y avait une majorité de religieuses, puisque les hôpitaux ont été créés par les ordres ecclésiastiques. Il y avait des personnels laïcs qui étaient plutôt les personnels ouvriers, mais les personnels soignants, en majorité, étaient encore religieux. Mais il faut quand même noter qu'en 1946, naissance du statut de la fonction publique, pour les personnels hospitaliers, ne verra le jour qu'en 1955. C'est-à-dire qu'entre 1946 et 1955, on a continué à fonctionner sur le schéma précédent. Quel était ce schéma ? Eh bien, les hôpitaux dépendaient des communes. Donc il y avait des situations, des personnels différents, qui pouvaient être différents d'une commune à l'autre. Une infirmière d'un hôpital de Marseille pouvait avoir une situation différente d'une infirmière d'un hôpital de Lille. Le statut a servi justement à ce que nationalement, tous les personnels qui travaillaient dans les hôpitaux puissent être avec une même carrière, puissent avoir des mêmes longueurs de carrière, un même indice pour leur salaire. Après, dans les modifications des statuts, est arrivé 1983 avec Anicet Le Pors. Là encore, pour les hospitaliers, ça n'est arrivé qu'en 1986. C'est-à-dire qu'on a été 3 ans après les autres. Et ce qui a été intéressant dans la création de ce statut, on avait déjà donc le statut qui permettait qu'on ait tous la même situation, mais il y a eu la constitution du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, où là, il y avait des représentants syndicaux, c'est-à-dire que les organisations syndicales pouvaient prendre part aux décisions qui concernaient la carrière, l'échelonnement, les congés, les nouvelles professions. Et pour nous, c'était important parce que dans le secteur hospitalier, avec l'avancée des sciences et des techniques, il est évident qu'il y a de nouvelles professions qui naissent, aujourd'hui encore d'ailleurs. Et donc, on avait la possibilité d'intervenir pour pouvoir
placer ces professions en fonction de leur cursus, en fonction de ce qu'ils avaient comme diplôme, les placer dans la grille hiérarchique. Depuis que le Conseil d'État en 1889 a pris un très important arrêt reconnaissant la qualité d'agent public aux employés communaux, les syndicats, et notamment la CGT, se sont emparés de cet arrêt pour essayer d'obtenir un statut de droit public. Dans plusieurs grandes villes, les syndicats ont obtenu un statut assez proche du statut de la fonction publique. En 1920 est obtenu un statut type d'employé communal, un statut de type public, mais uniquement pour les communes qui souhaitent l'appliquer. C'est un statut type facultatif. Oui, puisque c'est la première fois, que sont unifiées dans un statut général toutes les règles que les différents agents des administrations avaient obtenues au fil des années. C'est la première fois qu'est reconnu le droit de grève, le droit de négociation, le droit de représentation. Ce statut ne reprend pas les employés communaux ni les hospitaliers. À partir de ces années-là, il va y avoir un débat d'idées très important dans la fédération CGT des services publics entre ce que certains ont appelé les communalistes et d'autres les fonctionnalistes, c'est-à-dire ceux qui revendiquaient l'intégration pleine et entière au statut de la fonction publique, y compris en allant jusqu'à proposer un statut unique des fonctionnaires, et puis ceux qui continuaient à revendiquer un statut autonome. Et ce débat va durer même après 82, 83, 84. C'est à la fin des années 80 que le sentiment général dans la profession va être « nous sommes des fonctionnaires comme les autres ». Excellente question à la veille en plus d'échéances politiques très importantes dans le pays, et quand on voit le programme des principaux candidats de droite notamment, on a le droit d'avoir quelques frayeurs. Depuis que le statut enfin général a été adopté, les volontés, les velléités de mettre en cause le statut des fonctionnaires n'ont pas cessé. Il faut se rappeler que Nicolas Sarkozy, quand il avait été élu président de la République, il avait dit « à la fin de mon mandat, en 2012, il n'y aura plus de statut des fonctionnaires ». On voit qu'il est toujours là, ce statut, et il est toujours là parce qu'il y a un attachement très fort des fonctionnaires, évidemment, mais aussi des usagers, des élus, bref, de la République. Tout le monde est très attaché à ce statut qui continue d'ailleurs à servir peut-être pas de modèle, mais de phare un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on a un avenir qui devrait être ouvert. Mais malheureusement, quand on voit les déclarations des uns et des autres, on s'aperçoit que tout le monde crie à haut sur le statut et sur les fonctionnaires dont nous faisons partie. D'ailleurs, il est à noter que quand on parle de fonctionnaires avec la population, ils nous disent les fonctionnaires, ils font pas ci, ils font pas ça. On dit les infirmiers, ah oui, mais elles, c'est pas pareil. Pour eux, on n'est pas des fonctionnaires. Et donc, je crois qu'on a vraiment à gagner sur ce que sont les fonctionnaires, quel travail ils font. Je pense qu'en ce qui concerne les hospitaliers, ne plus avoir de statut, ce sera un grand danger. Parce que déjà, avec les nouvelles réformes du territoire et de la santé, on voit disparaître tout un tas d'hôpitaux. Si on porte trop atteinte à ce statut, on va retourner en arrière, avant 1946, où on va avoir des personnels qui vont avoir une situation différente s'ils sont dans un grand centre ou s'ils sont dans un petit hôpital. L'avenir du statut, c'est un choix de société. Il y a des gens qui disent qu'il faut supprimer des centaines de milliers de fonctionnaires aujourd'hui. Et donc, le statut des fonctionnaires, personnellement, je pense qu'il va dans le sens de l'émancipation, dans le sens de la réponse aux besoins et des salariés du secteur public, des droits nouveaux qui leur permettent d'être à la fois des salariés et des citoyens, d'être insensibles aux pressions et de répondre à l'intérêt général, à traiter les usagers à égalité.
je pense que c'est ça, comment dirais-je, la bonne direction pour le statut des fonctionnaires. Il y a des gens qui disent qu'il faut abattre ce statut tout simplement parce que les fonctionnaires seraient un petit peu confortablement installés dans la routine et qu'il faut de l'insécurité pour les motiver. Mais chacun sait en fait que l'insécurité est le chemin du conformisme. Quand dans une entreprise les salariés ont des craintes, ils ne cherchent pas à contredire l'ordre établi. Au contraire, ils cherchent à s'y aligner. Or, on a besoin, pour relever les défis d'aujourd'hui, de faire appel à l'intelligence et à l'intervention des salariés. Et je trouve que le statut des fonctionnaires et des garanties collectives de haut niveau vont dans le bon sens, dans le sens de l'histoire.